308, pour ceux qui viennent pour la première fois, et puis pour les autres que j'espère aussi revoir souvent. Voilà presque 2 années écoulées depuis la promulgation de la loi LCAP et du décret qui a prévu l'obligation de recourir à un architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement dont la surface de terrain aménagée est supérieure à 2500 m². Et avec celle de la loi Elan, qui étendra la pluridisciplinarité avec le recours aux paysagistes concepteurs. Il nous était paru nécessaire au Conseil régional de l'Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine de faire un point d'étape. Ce séminaire, à l'échelle de notre région, a fait l'objet d'un prélude à Pau en septembre dernier et il sera suivi d'une seconde étape le 25 janvier à Limoges et à Poitiers. Ce séminaire s'adresse tant à l'ensemble des acteurs locaux, services instructeurs, CAUE, SDAP, ATD, conseils aux collectivités locales, qu'à tous les professionnels concernés, paysagistes, géomètres, architectes, participant à la conception et à la réalisation des lotissements. Je suis heureuse de voir combien vous êtes nombreux aujourd'hui. Loin des conflits interprofessionnels que ce décret a pu produire, ce séminaire doit être l'occasion à la fois d'échanger largement sur le thème et les problématiques rencontrées par chacun des acteurs dans sa pratique, l'occasion aussi de croiser les expériences à travers des tables rondes, à travers des exemples concrets. Il est nécessaire d'évoluer ensemble dans la recherche de modalités pratiques, applicables et partagées, afin de tendre vers une qualité plus grande des aménagements futurs sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Qualité recherchée dans la loi LCAP, toujours dans cet esprit, bien au-delà de sa stricte intervention. Cette journée se déroulera en 3 temps. Une table ronde introductive intitulée « Loi LCAP, ambition et réalité », par laquelle on va commencer. Dans une vision générale de la loi, il s'agira de rappeler ses ambitions qualitatives, le cadre réglementaire, les attentes, les obligations de formation, ainsi que faire un éclairage plus vaste sur l'urbanisme, le paysage, l'architecture. On poursuivra par 2 illustrations par l'exemple pour montrer le rôle et la complémentarité de chacun des acteurs dans le processus d'aménagement des lotissements pour prescrire, instruire et réaliser. Une table ronde prospective intitulée « Objectif qualité » qui permettra de se projeter vers l'avenir avec une volonté de travailler ensemble dans la qualité paysagère et environnementale et avec pour objectif de mettre en place de bonnes pratiques sur le territoire. Nous finirons avec Éric Wirth, vice-président du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui nous fera une synthèse de cette journée. Je vous souhaite un bon séminaire. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, on déjeunera donc tous ensemble. Je laisse la place à la première table ronde qui sera animée par Catherine Le Calvé. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette première table ronde, en commençant par à ma droite, Julien Boideau, qui est architecte au Conseil de l'État dans le Gers, si j'ai bien compris, qui exerce à Paris dans l'atelier qu'il a créé assez récemment, il y a 1 an ou 2, et qui est également maître assistant à l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée. À côté de lui, Graziella Barsac, qui est paysagiste Conseil de l'État également, qui est membre de la Fédération française du paysage de Nouvelle-Aquitaine, qui a d'ailleurs été sa présidente il y a quelques années, et qui exerce son travail de paysagiste à Florac. À côté, nous avons 2 représentants de la DDTM 33, donc Sophie Pichet, qui est référente réglementaire de l'unité d'application du droit des sols, et monsieur Alberto Miguel, qui est responsable du service ADS et fiscalité donc de la DDTM 33. À côté de Dominique Lestran, qui est architecte, urbaniste, je crois aussi, non, qui est architecte, qui exerce à Bègle, qui est associé de l'agence Arcos et qui est vice-président de MAGE Formation.
Et puis, nous attendons donc Christophe Lader, qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Du coup, l'objectif était de commencer un peu par la genèse de la loi. L'objectif de la table ronde a été rappelé par Virginie. Donc, retracer la genèse de la loi LCAP, ça c'était un peu la mission que j'avais confiée à Christophe Lader, donc j'espère qu'il va arriver rapidement, pour rappeler l'esprit de la loi et ses ambitions, et la traduction de ses ambitions dans les textes, notamment relatifs au PA et au PAP. On y reviendra. Donc évoquer le cadre juridique et réglementaire, essayer d'esquisser un premier état des lieux après 2 ans de pratique. On verra si effectivement c'est temps de le faire ou pas. Évoquer les pratiques sur le terrain. Donc il y aura plusieurs exemples présentés, des relations entre les différents acteurs, les partenariats, les démarches de projet, les avancées sur le terrain, mais aussi identifier les difficultés rencontrées, les freins et donc les attentes et les marges de progrès. L'objectif, c'est d'éclairer le point de vue des différents acteurs et de voir les différentes actions mises en place pour encadrer et accompagner ces nouvelles pratiques. Et aider les acteurs, notamment en matière de formation, comme on le verra tout à l'heure. Donc, rappeler la genèse de la loi, ça va être un peu compliqué si mon interlocuteur n'est pas là. Donc, on va essayer de faire permuter un peu les rôles. Donc, je vais donner la parole, dans un premier temps, à Julien Boideau, qui va nous essayer d'illustrer un peu son ressenti sur le terrain, dans le cadre de sa mission de conseil, mais également dans le cadre de sa pratique d'architecte, notamment dans le périurbain et le rural, et qui va essayer de nous montrer un peu comment on peut appréhender aujourd'hui les impacts de la loi, et notamment de nous dire s'ils sont perceptibles ou pas. Un petit quart d'heure, 10 minutes, un petit quart d'heure. Merci. Oui. Bonjour à tous. Merci au 308 pour l'invitation. Alors j'ai un peu le... Oh là, ça va super vite là. Ah. Excuse-moi. Alors c'est un peu moi qui dois introduire la journée, donc ça va pas être simple. Je suis vraiment désolé. C'est pas simple. Moi j'ai une, on va dire, triple expérience. On va plutôt parler de 2 expériences. Une expérience de maître d'œuvre, de bâtiments, d'édifices, et d'un lotissement qu'on a fait en tant qu'architecte urbaniste. Et puis je suis architecte conseil de l'État auprès de la DDT du Gers, où de l'autre côté de l'échelle, j'accompagne la DDT dans l'examen de permis de construire, de permis d'aménager, que je reçois sur mon bureau, où on doit émettre des avis. Voilà. Donc je suis aussi confronté à la conception et aussi à l'instruction, ou le conseil pour l'instruction des dossiers et la mise en progrès de dossiers, on va dire, quelconques. Donc moi j'ai une attitude un peu étrange avec le lotissement, c'est-à-dire que j'en ai fait un et j'aime à dire que je n'en referai jamais. Donc, c'est comme on doit débattre de ça aujourd'hui, je ne veux pas non plus effrayer mes confrères, mais ce projet-là date de 2012, donc avant la loi CAP, et donc il a été porté par des élus extrêmement volontaires, accompagnés par le CAUE, l'Archiconseil, la DDT, enfin tout ce qu'on souhaite à un projet pour qu'il soit qualitatif, et avec une ambition haute en termes d'alternatives. C'est-à-dire sur la question de l'eau, sur la question de la forme, sur la question de la forme urbaine, sur la question des performances des maisons, sur la question de la participation, sur la question des performances et la qualité architecturale. Donc beaucoup d'ambition. Et finalement, le projet s'est arrêté l'année dernière. Donc il a une trajectoire un peu étrange que j'aimerais un peu narrer comme ça pour un peu lancer des pistes de réflexion sur ce qui serait amélioré, ce qu'on a raté, ce que la loi CAP peut accompagner de mieux, puisque c'est un peu l'objet, et puis comment les architectes, avec cet objet un peu étrange du lotissement, peuvent le reconquérir tout simplement. Donc je vais passer rapidement pour illustrer, il y a certains thèmes qui reviendront dans la journée. Alors je peux avec ça, c'est ça. Donc en fait, on a fait un lotissement ici, vous voyez, sur un bourg rural de la Sarthe, à peu près 25 km du Mans, à l'ouest, entre
voilà, dans un paysage de bocage, voilà, proche de la Normandie. Donc, rapidement, hein, je pose, il y aura d'autres exemples cet après-midi. Le village se situe entre l'Agé, ici, entre l'Agé et la Sarthe, donc sur un promontoire. Et la commune, très vertueuse, a engagé des acquisitions foncières sur à peu près une vingtaine d'années, sur tout un cœur ici de jardins liés au bourg. Et donc, ils ont acquis, au fur et à mesure des décès, des legs, ces parcelles de jardin. Donc ici, on disposait d'un paysage de bocage avec ses haies, sa petite pente, ses murets, les arbres, etc. Donc un site où finalement, on aurait pu se dire, surtout, il ne faut pas y toucher. Donc l'objet, c'était ici de faire le lien entre le bourg ancien et les lotissements des années 60-70 qui s'étaient développés ici, et surtout l'école, le pôle scolaire, avec une ambition de tisser des nouveaux parcours dans le village. Donc voilà un peu l'ambiance. Donc on avait émis l'idée de justement s'appuyer au maximum sur l'existant. Alors c'est pas très révolutionnaire ce qu'on propose, mais justement le faire dans le cadre d'un lotissement où on évite de plaquer une forme un peu de géomètre, être attentif à toutes les traces et pouvoir avoir l'ambition que cette mosaïque de parcelles forme finalement le parcellaire, le nouveau parcellaire, pour garder cette trace. Avec l'ambition, on avait développé ça sur un autre projet, de pas contraindre, je dirais pas ça, ou on peut se le dire entre nous, mais que la forme des parcelles finalement ait une résurgence sur la qualité des constructions, la forme des constructions, en tout cas pouvoir proposer une architecture un peu différente de la maison sur catalogue. Donc rapidement les premières esquisses, voilà, où on a à la fois la voiture qui était concentrée sur des sortes de petites placettes ici, et un cheminement piéton et les maisons qui reprennent peu ou prou la forme des jardins existants. Donc voilà, ça c'était les premières intentions, les premières esquisses, avec la création de l'ambition de créer ce bocage pavillonnaire en quelque sorte, avec les haies, les murs, les clôtures, etc. En fait, on s'est confronté à l'OAP qui avait dessiné une belle flèche comme ça. Et en fait, ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu revenir sur cette OAP qui avait dit il faut une flèche traversant de haut en bas. Donc, effectivement, on pourra débattre de la qualité de ces OAP et comment il faut les mener avec un projet plutôt que de faire des flèches et des patates. Et donc, effectivement, les services de l'État ont imposé la traversée voiture à un moment donné. Donc, tout l'enjeu, c'était de se dire ces circulations, ces nouveaux espaces publics de ce lotissement, comment on peut les traiter aussi pour éviter la sempiternelle voie, bordure, trottoir, etc. Donc un vrai sujet sur la facture après des espaces publics. Donc ça, c'est le permis d'aménager, on va dire, c'est le support du permis d'aménager qui a été développé, avec 3 tranches, une tranche ici, une deuxième tranche là et une troisième tranche là. Aujourd'hui, n'a été réalisé que cette tranche-là. Donc il y a 9 lots qui se sont vendus en 5 ans. Donc on a mis évidemment les moyens adéquats pour convaincre, montrer, comprendre, etc. Donc une maquette, voilà, de ce projet qui montre des scénarios d'implantation des maisons en fonction des règles qu'on a inventées. Et puis la question de la règle, extrêmement importante, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de dessin, le lotissement, c'est une question de règles. Donc là, c'est nous qui l'avons fait, quoi. C'est les architectes qui ont fait les règles du lotissement, le règlement. Donc à la fois des règles sur les constructions, pas trop... évidemment, c'est des débats avec les élus, parce que plus c'est contraignant, moins les acquéreurs sont motivés. Et donc, pour maintenir ces questions de perméabilité dans le paysage, la question de pouvoir contrôler ou en tout cas favoriser des orientations favorables pour les maisons et pouvoir traiter les limites et les parcours, on a inventé, on va dire, 4 règles. Disposer des zones non édificantes, c'est-à-dire que ça, c'est nous qui les avons définies, qui sont définies sur la largeur du portail qu'on a dessiné. C'est-à-dire que ce lotissement, il est entièrement équipé de clôture, de portail, de collecte
d'ordures, enfin tout ce qu'il faut pour que, en fait, s'il n'y a pas de maison, en fait, on recrée une sorte de paysage de murs et de clos. Donc, la première règle, c'est la zone non édificandi, qui est soit sur une noue, soit sur le portail. Donc, ça conditionne des fois des orientations. Donc, on a essayé de positionner les maisons aussi en fonction de ça. Une deuxième règle un peu absurde, mais qui fonctionne un peu bien, c'est de... Alors là, je ne peux pas vous la lire. C'est de dire que la maison, pour éviter la maison au milieu de sa parcelle, comme si c'était mal au final, hein, parce que j'ai eu d'autres débats avec des confrères après, mais pour se dire que la maison, à un moment donné, elle tient la façade, ou elle tient la clôture, ou elle tient un bord, en tout cas, et elle n'est pas isolée au-dessus de sa parcelle, donc elle forme un peu, elle participe petit à petit à former un peu d'espace public, ou un peu de mitoyenneté, ou de clôture. On a inventé une règle qui dit que si la maison elle est à la limite séparative, elle a le droit de se décoller de l'alignement. Et on a fait exactement la règle inverse, c'est-à-dire que si la maison elle vient à l'alignement, elle a le droit de se décoller de la limite séparative. Donc il y a une sorte d'effet de magnétisme de la limite sur la maison. Donc en fait, ça donne une sorte de hasard un peu de l'implantation, mais on n'a pas effectivement la maison plantée à chaque fois. Et on n'a pas non plus dessiné des alignements, des retraits. En fait, chacun a pu faire son affaire de cette règle-là. Donc ça donne des choses un peu étranges. On a travaillé sur les fiches de l'eau, évidemment, en montrant les règles de chaque parcelle, donc je passe. Et puis, comme je vous disais, on a équipé ces parcelles de dispositifs. On va dire que même si la maison n'est pas là, on a un dispositif qui permet d'avoir quelque chose d'un peu terminé, ou en tout cas qui puisse communiquer, comme c'était la première tranche, à des futurs acquéreurs, ou qui puisse, pour certains lots, qui puissent rester jardin, puisqu'il y avait une personne âgée qui avait encore son jardin, qui a voulu le faire équiper pour pouvoir le vendre par la suite, mais qui a été équipé dans le projet. Donc un portail avec un portillon et le réglage de tous les coffrets, les fameux coffrets de lotissement, là, tout est intégré dedans avec la boîte aux lettres. Et puis le réglage des noues et clôtures avec les plantations. Donc le projet a été entièrement planté par des bénévoles, une association de bénévoles qui était dans la commune. Donc le projet il a été tout planté. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'en fait voilà, on a pu contrôler les essences, etc. Enfin, mettre des essences locales. Et puis équiper les parcelles, c'est aussi des frais qui ont été engagés par la collectivité, parce que c'est un lotissement communal, j'ai oublié de le dire, pour aussi diminuer le coût pour les futurs acquéreurs. C'est-à-dire qu'à terme, l'acquéreur, il n'a pas à, en plus, payer une clôture, etc. Donc, quelques images d'illustration, ça c'est des photos de l'année dernière, où voilà, on a travaillé sur la voirie où il n'y a pas de bordure, c'est des sortes de contre-allées en grave, il y a une voirie minimale en enrobé, un système de noues. En fait, on a essayé de recréer ce paysage rural, de fossés, de clôtures en châtaignier, et ces portails un peu voilà, qui forment des sortes de stèles comme ça, un peu précieuses. Voilà, donc je mets quelques images d'illustration. Donc il y avait des parcelles qui étaient destinées à des logements sociaux, et voilà, on a ces grandes traversées, ces grandes percées qui se dessinent au droit des portails. Donc ça, c'est des choses qui ont été entièrement réalisées et finalement qui disparaissent dans ce paysage. Voilà, rapidement, la présentation. Deux choses à dire pour ce projet. Sa trajectoire, c'est en fait, ce que je vous disais, c'est que ça s'est très mal vendu. Très, très mal. Donc ça a été source de conflits très grands avec les élus, qui étaient extrêmement moteurs, etc. Au début, très ambitieux. Ce projet, il a eu le label Écoquartier, enfin, il a eu tous les honneurs. Et en fait, il ne s'est pas vendu. Il ne s'est pas vendu pour deux raisons. Enfin, je dirais trois. Il était victime de concurrence très proche avec des grands lotissements classiques, etc. Au même prix que celui-là. Celui-là, il était à 50 € du mètre carré. 50 € du mètre carré. Enfin, c'était le prix, on va dire, local. Mais à prix égal, en fait, celui-là, beaucoup plus contraignant pour les CMistes. Donc, il y avait plusieurs choses qui ont été mises en place, c'est-à-dire il y a une campagne de communication, Internet, Le Bon Coin, même une agence de com qui a fait de la diffusion dans la presse locale pour vendre les terrains, donc les mêmes armes, on va dire, que d'autres. Il y avait des incitations pour, on va dire, une sorte de bonus
sur le prix si les acquéreurs s'engageaient à mettre des dispositifs environnementaux, récupération d'eau de pluie, panneaux solaires, etc., qui étaient liés à l'acte de vente. Et puis, la mairie nous avait missionné pour faire du conseil auprès des acquéreurs, s'ils le souhaitent. Donc ça, c'était pas conditionné, c'était pas obligatoire, entre guillemets. C'était que, on va dire, du sur-mesure. Et en fait, aucun n'a demandé ce conseil. Donc, on a fait un peu le débat avec les élus, pourquoi cet échec, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les CMistes locaux, en fait, déconseillaient aux acquéreurs de venir ici parce que trop compliqué le chantier, parce qu'il y a le portail, parce que les contraintes, la maison collée à un bord, impossible à faire. Donc effectivement, les acquéreurs un peu prisonniers de leurs CMistes veulent à la facilité, ils ont leur prêt, etc. Il faut que ça aille vite, quoi. Donc finalement, il y a un architecte, donc c'est très compliqué, quoi. Et puis finalement, comme ça s'est mal vendu et que ça devait financer en autofinancement la phase d'après, voilà, ça ne s'est pas financé, donc on n'a pas eu la phase d'après, et donc le projet a été clôturé par les élus, voilà, pour revoir, trop compliqué. Donc finalement, il y a eu un point de crispation de la part des élus sur tous les dispositifs qu'on avait imaginés ensemble. Les nous, ça ne sert à rien, c'est cher, autant mettre des tuyaux. Les portails, assez cher aussi, c'est compliqué pour le chantier, etc. Donc ça, on le fait sauter. Les clôtures, c'est cher. Après, la stratégie, c'était de faire baisser le prix au maximum pour que ça se vende, quoi. Donc voilà, un peu l'expérience. Merci pour ce retour d'expérience. Ça nous lance déjà plein de pistes. Je crois qu'on pourra aborder lors de la deuxième table ronde, notamment le rapport avec les autres intervenants des lotissements, qui sont nombreux finalement et qui ne sont pas toujours, je dirais, dans la même perspective que nous, enfin concepteurs, je veux dire. Graziella, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, vous avez une vision de paysagiste, vous intervenez beaucoup sur le terrain avec des équipes également pluridisciplinaires. Est-ce que vous pensez que la loi va changer la donne ? Bien évidemment, on pense que oui, mais je pense que vous avez déjà, vous, depuis de nombreuses années, engagé ce travail de recherche de qualité sur ce type de nouveaux quartiers. Dites-nous un peu comment vous abordez la fabrication donc, de ces lotissements ou de ces nouveaux quartiers au travers des permis d'aménager. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les lotissements. Ça m'intéresse parce que c'est de l'habitat populaire quelque part aussi. Et c'est de l'habitat pas cher quand on est en milieu rural, un peu dans l'esprit du projet que vous venez de présenter. Ça peut être, quand on est en périphérie de Bordeaux, sur des projets plus riches, on va dire. Quand on fait un lotissement à Bouliac, ce n'est pas la même chose que quand on le fait à Salonne, par exemple. Mais à chaque fois, moi, je trouve que c'est intéressant d'apporter notre démarche de paysagiste et de concepteur qui rejoint celle de l'architecte aussi, parce que c'est très, très important d'améliorer le cadre de vie des gens et de trouver des solutions pas très compliquées. Alors, c'est peut-être pas la panacée, le lotissement, mais c'est quand même une réalité. Nous, on travaille avec des promoteurs depuis plus de 10 ans qui nous ont laissé quelque part carte blanche sur un certain nombre d'éléments qui nous semblaient importants. C'est d'abord, de pouvoir dessiner le lotissement de façon assez libre, en prenant en compte les contraintes et le programme qu'ils nous donnent, mais en prenant en compte le site, son potentiel, et évidemment on en arrive aux mêmes conclusions que vous. Un site, il n'est pas vide c'est pas une page blanche, hein. Un site, c'est une histoire, l'histoire de gens qui ont construit un paysage. Je peux, c'est comment j'appuie. Vous avez terminé avec un torticolis. Oui, j'ai déjà mal démarré. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ah, c'est bon. Ah, même c'est la fin. C'est la fin, donc on va peut-être démarrer par le début. Donc c'est un site dans lequel il faut se glisser avec l'histoire des gens qui l'ont construit, avec aussi les milieux vivants qui sont là. Et effectivement, la première des choses qu'on a menées, nous, paysagistes, c'est aussi de comprendre cette histoire, cette géographie et puis la qualité de ces milieux vivants. Et de ne pas la laisser aux seuls environnementalistes ou écologues, parce que c'est aussi à nous de nous emparer de la question de l'écologie, non pas dans une vision
j'allais dire, sectorielle, en se posant la question de l'espèce menacée ou autre, mais en se remettant bien dans le site, c'est-à-dire dans une vision écologique systémique. C'est-à-dire qu'on est sur des milieux vivants qui évoluent de toute façon, qui sont construits avec l'homme depuis des siècles, et nous, on doit rentrer dans ces dynamiques-là, dans ces évolutions-là. On doit les accompagner et s'inscrire dans ces continuités-là avec intelligence. Alors ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec des écologues qui nous aident aussi à faire ces inventaires. Ça se fait avec des architectes aussi quand le sujet est suffisamment important et quand le quartier est suffisamment important aussi. Et ça se fait avec les géomètres, évidemment, selon les sujets. Donc, selon les sites, selon l'ampleur du sujet et selon la situation de ces projets, il y a des équipes pluridisciplinaires à mettre en œuvre, bien évidemment. Moi, ce qui me semble important par rapport aux promoteurs et ce qu'on a négocié avec eux depuis plus de 10 ans, c'est quand on doit travailler ensemble avec des architectes, on le fait, et on le fait en équipe pluridisciplinaire depuis le début, en amont. On a liberté de création, de découpage et de construction de l'espace public, mais avec certaines conditions. L'espace public, pour nous, c'est un lieu de création de biodiversité. Ce n'est pas seulement des routes, des trottoirs ou du stationnement, mais c'est aussi des lieux où il y a un réel cadre de vie à inventer pour les gens, que les gamins sortent, puissent rouler avec leur petit vélo sur les espaces. Donc, une diversité d'espaces. Il y a des rues souvent qui ne sont pas les rues de la ville. On va dire que c'est plutôt des espaces partagés où les trottoirs disparaissent quand on peut pour des bas-côtés enherbés, des choses assez simples finalement pour qu'on puisse diminuer les coûts aussi. La question de l'éclairage aussi, on essaie de la poser sous un angle où on ne suréclaire pas. Et puis la question des espaces publics à aménager où il y a vraiment un lieu de partage et de vie avec une priorité donnée aux gens et aux piétons. Ça, c'était important. Et puis, autre chose aussi, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que, en fait, quelque part, je crois que l'architecture des maisons, c'est pas très important dans un lotissement, parce qu'on sait très bien que les gens n'ont pas les moyens, et que, hormis des lotissements un peu plus importants, ou plus chics, ou plus riches, comme j'ai pu voir dans certains quartiers autour de Bordeaux. Mais souvent, ça va être à la maison de base qui va arriver. Et c'est comme ça. Mais finalement, il faut arriver à les accompagner pour que le jardin soit un vrai écrin de vie dans lequel ils puissent vivre correctement. Et puis, c'est l'espace public, finalement, qui donne la qualité du lotissement. Donc, cet espace public, il ne faut pas se le rater. Il faut lui donner une qualité. Et c'est à nous, paysagistes, architectes, de dessiner ces espaces publics et d'aller au bout de leur qualité. Plantation, nous paysagères, mais aussi, et là je vous rejoins, c'est la clôture. La clôture, c'est la pau entre l'espace privé et public. Et c'est la clôture qui va donner une cohérence, qui va donner une diversité, qui va donner un rythme, qui va permettre aussi de se reconnaître ou d'avoir une lisibilité dans l'espace public. Donc là aussi, c'est des choses qu'on a négociées avec les promoteurs depuis longtemps. On fait les clôtures de toutes les limites des espaces publics. Donc on les dessine, on les traite, on les plante, on fait aussi les entrées de l'eau pour essayer de donner un cadre à tout ça. Et c'est intéressant parce que finalement, les gens s'y retrouvent. Quand ils vendent l'eau à la fin, ils n'ont pas à refaire la clôture, ils n'ont pas à planter les haies. Donc, quelque part, il y a une économie de projet qui est évidente parce que ce qu'on peut faire quand on traite 30 lots ou 50 lots, en limite de clôture, on ne peut pas le faire tout seul quand on vient de construire une maison, qu'on a les pieds dans la boue et qu'on n'a pas le temps ni les moyens de faire tout ça. Donc ça, on arrive à le vendre, et le vendre au sens réel, concret de la chose, c'est-à-dire aller au bout de ça. Et souvent, je travaille avec un seul promoteur avec qui on est assez complice sur ces sujets-là, et avec certains architectes. À ce moment-là, on se lance dans l'aventure. Voilà. Et la question de l'eau pluviale est importante. Elle est traitée aussi en termes d'infiltration directe dans le sol, en limitant j'allais dire toutes les techniques habituelles de la rue avec les canalisations, les caniveaux, etc. Mais on favorise cette infiltration dans le sol. On le fait par le biais de matériaux poreux, par le biais de matériaux très simples, parfois du stabilisé, tout simplement. On le fait en limitant aussi et en équilibrant les espaces minéralisés des espaces végétalisés. Et on redonne beaucoup de place à la végétation. Ça, c'est très, très important.
Donc là, voilà, c'est un lotissement où on a de l'habitat social à droite et puis on a créé l'accès au quartier au travers d'une grande allée de chênes qui menait à un château. Voilà, le paysage existant peut servir, et dans la mesure où là aussi, vous voyez, on a fait une petite voie toute simple, il n'y a pas de bordure et l'eau s'écoule sur les côtés. On arrive à s'en sortir de façon pas très coûteuse avec les éléments du site. Je ne sais pas comment ça marche. C'est là. Voilà. Voilà aussi des choses très très simples. Un lotissement qui a 7 ans, 8 ans, on a planté plein d'arbres fruitiers, des fruitiers fleurs pour les oiseaux, pour la dimension mellifère, mais aussi des fruitiers fruits pour les gens. Alors on va en mettre plein, on ne va pas mettre un cerisier, si on en met 20, 30. Donc effectivement, s'il y a une branche qui tombe parce qu'il y a des gamins qui montent dedans, c'est peut-être pas très grave parce qu'il y en a plein d'autres ailleurs. Ça, c'est très très important. Les haies, vous les voyez, on les plante systématiquement le long des limites privées publiques. Donc du coup, la haie, elle pousse. Puis il y a d'autres fois, on fait des petites choses très simples avec du bois ou on travaille sur des entrées avec tout un tas de sols poreux, des bétons à joint gazon, mais on plante aussi. Et puis on laisse les gens poser leur portail. Et ben voilà, c'est aussi ce qui fait la diversité et puis l'appropriation. Et pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas. L'espace public, il est important aussi de lui donner de certaines ampleurs, de dégager des espaces de convivialité. Alors ça aussi, ça se discute avec un promoteur qui est chaque mètre carré compte. Donc là aussi, c'est très important de ne pas lâcher. Et puis surtout quand on a des gens qui sont convaincus de la chose, parce qu'à la fin, c'est aussi de la qualité globale. C'est aussi aménager des aires de jeu. C'est un banc, un arbre. Un banc, un arbre, ça crée un milieu vivant tout de suite. De l'ombre, un banc, on se rencontre. Pour moi, moi, ce que je dis à mes étudiants en paysage, déjà, si vous plantez un banc et un arbre en ville, vous avez gagné, quoi. Ça devient tellement compliqué de planter un arbre. Il y a toujours des réseaux partout, il y a les racines qui soulèvent le sol, ils sont allergènes, on déteste l'arbre aujourd'hui, alors que aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a besoin de cette relation à la nature. Donc voilà, on essaie de dessiner, de quantifier, de mesurer des espaces, comme ici une petite aériale qu'on a inventée dans un lotissement plutôt dans les Landes, où on essaie de travailler sur ces respirations. La voirie n'est pas une fin en soi, elle se glisse dans un espace commun, ça c'est très important. Et puis le dernier message aussi que je voulais vous laisser faire passer, qui me semble très important, c'est que nous les paysagistes, on travaille vraiment sur la question de la biodiversité. Cette biodiversité, on n'est pas là pour se dire « Ah oui, il y a le Fadé des Lèches qui est dans la Moligny sur laquelle vous allez, ou le Capricorne qui… » Ça, c'est… Enfin, à mon avis, on se trompe de sujet. Bien sûr qu'il faut protéger la nature et la préserver, mais il faut la regarder plus globalement. Et à un moment donné, il faut aussi savoir que cette biodiversité, ces milieux vivants, ils sont dynamiques. Ils ne sont pas figés. Quand on fait un constat d'un milieu, des éléments de préservation qui sont à faire, c'est très important aussi de le resituer dans un contexte de dynamique des vivants. Et à ce moment-là, nous, paysagistes, on peut travailler le projet comme un élément de conception, comme un élément d'aménagement du territoire et intégrer la biodiversité, la création de biodiversité aussi. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que c'est très important aussi de se dire qu'on ne fait pas que détruire un territoire, on peut le recréer et recréer de la biodiversité. Et ça, c'est notre travail pour demain, pour nos enfants demain. Planter un arbre, c'est créer de la biodiversité, mais pas que. Donc, il y a évidemment tout un travail sur la plantation des arbres, mais aussi sur la création de milieux humides qui deviennent très intéressants quand ils ne sont pas considérés simplement comme des bassins d'orage dans lesquels on va se faire stagner de l'eau qui, une fois tous les je ne sais pas combien de mois, il y aura 50 cm ou 1 mètre d'eau qui vont stagner pendant 3 jours. L'idée, c'est vraiment que ces lieux deviennent des vrais lieux d'appropriation et d'aménagement de l'espace public, qu'on ne sépare pas le bassin d'orage, du trottoir, de la voirie, des handicapés, etc. Non, on est là pour créer un lieu de vie convivial, vivant. Ça, c'est très, très important et simple. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours facile, mais finalement, le manque de moyens nous incite à cela aussi. Donc voilà, on peut créer des bassins d'orage en plantant des bouleaux, on crée des déclivités très douces, et puis quand il y aura de l'eau, ça va stagner 3-4 jours, on circulera sur des cheminements qui sont un peu sur les côtés. Mais finalement, ce qu'on sait aussi, c'est que la nature, la renaturation, elle se fait aussi très simplement. On peut l'accélérer, on peut mettre en place les conditions de cette renaturation.
en mettant en place des bonnes terres, en faisant couler l'eau là où il faut, en replantant certaines plantes. Et après, il y a aussi tout un processus de milieu vivant qui peut se mettre en place par de la gestion. C'est la gestion du territoire qui fait qu'on crée aussi et qu'on accompagne cette biodiversité. Quand on tond tous les espaces, on supprime beaucoup de plantes. Quand on fait un équilibre entre des tontes et des prairies, là, on a aussi une certaine biodiversité. Et quand on laisse des fourrés en limite et quand on crée des boisements ou des masses ou des haies végétalisées, on crée aussi une biodiversité, des couloirs de biodiversité. Alors, tout ça, il faut s'en emparer. C'est vraiment des éléments de projet très intéressants. C'est très simple. Voilà, là, c'est une noue paysagère qu'on a fait qui est une sorte de grand bassin d'orage. Ce n'est pas un lotissement, hein, mais c'est pour vous dire que dans ce bassin d'orage qui est sur la ZAC de Floirac, la question de la stagnation des eaux de pluie devient un vrai espace public sur 800 mètres de long, sur 40 mètres de large, et on peut planter des arbres, on peut avoir des promenades piétonnes, on peut avoir des accès handicapés, on peut avoir des bancs, on peut avoir de la biodiversité qui se met en place. Et quand l'eau va monter, ben effectivement, on va voir l'eau monter doucement, et la ville prend ce risque-là aussi, qui est un risque extrêmement léger. Je vais passer très rapidement sur le dernier sujet qui est important, c'est effectivement l'appropriation par les habitants, qui devient essentiel, à la fois dans la gestion aussi des espaces publics, pourquoi pas, il faut les inciter à cela aussi. Et peut-être que des fois, certains petits aménagements, comme le fait de laisser des associations venir s'impliquer dans l'espace public par des plantations, par des aménagements de bancs ou par des petits jardins potagers ou autres, devient des vrais éléments d'amélioration de l'espace. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Moi, ce que je retiens de vos deux interventions, c'est les questions de lien. Vous avez dit, les nouveaux lotissements, il faut créer un lien entre ces nouveaux quartiers et le centre du village ou le centre-bourg. La notion d'accompagnement, la notion de conseil également, que vous évoquiez, qui est très importante par rapport à la réussite de ces lotissements. La question des usages que l'on retrouve et de la qualité d'usage de ces lotissements, mais aussi la question de l'appropriation qui renvoie toutes à la notion d'usager et à la notion aussi de pluridisciplinarité dans l'approche de ces lotissements. Donc, on a le plaisir d'accueillir Christophe Lader, que je n'ai pas présenté. Merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes... je vais trouver mes notes. Vous êtes conseiller national de l'Ordre national des architectes. Vous êtes référent projet urbain et à ce titre, vous avez suivi de façon très, très proche le parcours de la loi El Cap. Et vous êtes également architecte urbaniste associé de l'agence DLM à Montpellier. Voilà. Exact. Donc par rapport à tout ce que vous venez d'entendre et par rapport aux objectifs de la loi, que peut-on attendre de cette loi, notamment en matière d'amélioration des relations entre les différents partenaires et de création de plus-value sur ces territoires-là? Donc l'idée, c'est peut-être de repartir un petit peu de la jeunesse de la loi, de repartir de son esprit, surtout, de ses ambitions, de la manière dont elle a été traduite dans les textes, et aujourd'hui, peut-être de faire un premier constat, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ou pas, et comment les architectes, mais aussi l'ensemble de ses partenaires, doivent se saisir de ce sujet. Très bien. Merci de me donner la parole sur ce sujet. C'est en effet, on est en plein dans le cœur du sujet. Pourquoi la loi El Cap, pourquoi on a bénéficié de la loi El Cap à un moment où il n'est pas, c'est pas la mode d'étendre les monopoles des professions réglementées? Eh bien tout simplement parce que ça correspond à un enjeu extrêmement important pour les territoires. Je crois que vous l'avez tous compris. Et à travers les deux interventions, je n'ai pas écouté la première, je suis désolé. Mais en tout cas, la deuxième intervention que vous avez entendue, vous avez compris que l'enjeu est énorme pour le traitement qualitatif de nos lotissements demain. Bon, c'est évidemment l'objet de la loi CAP. Le sujet aujourd'hui qui est le nôtre, celui de notre profession, c'est comment notre profession va intégrer ce que j'appelle une extension de notre monopole. C'est quand même, faut pas avoir peur des mots. Qu'est-ce qu'on va en faire, sachant que faut bien comprendre que c'est pas la loi CAP nous offre la possibilité d'investir un domaine,
c'est pas définitif. Il va falloir démontrer notre capacité. La profession va devoir maintenant démontrer en luttant contre la signature de complaisance, qui est la plaie numéro 1 de notre profession, va devoir montrer qu'elle est capable de prendre en compte ces enjeux. Et c'est la problématique numéro 1. Donc formation. Bon, le Conseil national s'est beaucoup engagé aujourd'hui dans la formation, mais qui plus est, elle est obligatoire chez les architectes, comme de nombreuses professions réglementées. C'est le premier point, mais aussi des opérations de communication comme celle-ci, pour faire un point régulier sur les problèmes qu'on rencontre dans le territoire, dans nos territoires, et notamment aujourd'hui la façon dont les services instructeurs reçoivent nos permis d'aménager. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir autour de cette table ronde des services instructeurs. C'est le moment de se poser la question de savoir comment on va s'assurer, comment on va lutter contre la signature des complaisances et comment on va s'assurer que le PAPE a bien été traité dans les permis d'aménager qui arrivent, sachant que vous avez compris, le traitement des espaces verts, ça représente beaucoup de place, ça occupe beaucoup de place sur un lotissement. Si vous ne le traitez pas très en amont, ça va être un autre sujet peut-être dont on va parler, très en amont, peut-être même dans les orientations d'aménagement, une fois que l'aménageur a poser sur la table l'équilibre économique de son projet, c'est quand même très très dur de lui piquer 30% de son terrain cible pour faire des espaces verts. Enfin, la réalité, c'est quand même ça. Donc c'est quand même une lutte incessante. Et je voudrais rester sur la question qui m'est posée. C'était la question de la loi LCAP et la façon dont la profession s'en empare. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Par rapport aux 2 exemples précédents, justement, je pense que un des points importants, c'est la constitution de ces équipes pluridisciplinaires. Et c'est aussi un des enjeux de la constitution des PAP, projet architectural, paysager et environnemental. Donc en quoi la loi va-t-elle favoriser ou aider à la constitution de ces équipes, et comment on peut, en tant qu'architecte, comment on peut l'envisager et l'appréhender? Écoutez, c'est très simple. La loi exige la présence d'un architecte, ça c'est très clair. Et l'architecte est le concepteur du PAPE. On a vu circuler des... Absolument. Excusez-moi. Non, il y a pas... Non, mais tout à fait. D'autant qu'il n'y a vraiment pas de débat sur le sujet. Je veux dire, la profession a soutenu les paysagistes dès le départ de la loi LCAP. Voilà. Et évidemment, ne s'est pas opposé à l'extension de cette activité aux paysagistes. C'est une évidence, mais c'est plus utile en le disant. Voilà. C'est vrai. Donc, le sujet de la conception du PAPE, donc réalisé en effet par un architecte ou un paysagiste, elle est assez simple. Nos 2 professions sont réglementées, pas tout à fait de la même façon. La nôtre est très, très, très clairement encadrée par le code de déontologie. Notre code de déontologie est très clair. Il interdit à tout architecte de sous-traiter sa mission de conception. Donc les débats que j'entends sur l'idée que l'architecte ne serait pas obligé de signer tous les documents du permis d'aménager seraient limités à la signature du PA4, pour moi, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est où est l'architecte dans l'équipe. Et l'architecte, il est indépendant. Et il est le concepteur, l'architecte ou le paysagiste, décidément. Et il est le concepteur, du PAPE. Je suis désolé, je parle des architectes parce que je connais mal la profession réglementée des paysagistes.
mais vous en direz peut-être un mot ensuite. Alors, j'insiste sur notre code de déontologie parce que dans les notes juridiques que j'ai vues passer, réalisées par d'éminents juristes, qui nous expliquent qu'il n'est pas obligatoire que l'architecte signe l'ensemble des documents du permis d'aménager. Ces éminents juristes systématiquement oublient de citer notre code de déontologie. Notre code de déontologie, c'est un décret en Conseil d'État. C'est à force de loi. C'est pas une circulaire. C'est à force de loi. Donc, il n'y a pas de discussion sur le sujet qu'un architecte ne peut pas être sous-traitant d'un bureau d'études. C'est très clair. Et je crois qu'une fois qu'on a dit ça, ensuite, on n'a plus qu'à regarder la qualité des projets. Je pense que objectivement, les signatures de complaisance, ça se voit quand on ouvre le dossier. Objectivement. On ouvre le dossier, on le voit. Alors, c'est vrai pour un permis de construire, c'est vrai pour un permis d'aménager. Hein. Donc, c'est pas très compliqué à voir. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait, quels outils juridiques on a pour lutter contre ça. Voilà. Et ça, c'est plus compliqué. Et je pense que les services instructeurs, l'État aura plus de choses à dire. Oui, juste pour compléter, et là je mets ma casquette d'archi conseil de l'État, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand la DDT a un doute, justement, elle me soumet le dossier. Effectivement, c'est assez simple de suspecter, on ne peut pas accuser, on peut suspecter une signature de complaisance. Donc, ce qu'on fait, nous, alors c'est une goutte d'eau, on les fait remonter à la DDT qui les fait remonter au Conseil de l'ordre, tout simplement. Donc voilà, on a ce petit rempart qui existe. Souvent, c'est sur des bâtiments agricoles aussi. Après, moi, sur l'opération que j'ai montrée, nous, on était mandataires. Je veux dire, c'était demandé dans le... Enfin, ça aurait pu être le paysagiste, mais c'était demandé dans l'appel d'offres, en fait, du maître d'ouvrage. Donc, il y a la loi, et puis après, il y a la demande du maître d'ouvrage dans son... Enfin, si c'est un projet public, on va dire. Il y en a encore des lotissements communaux. Nous, clairement, c'était identifié que c'était, avant la loi, le paysagiste ou l'architecte ou urbaniste qui est le mandataire de l'équipe. Donc ça donne effectivement une force au concepteur. La loi, elle ne dit pas ça exactement, quoi. Elle ne peut pas le dire de toute façon, que dans un groupement, c'est le mandataire qui doit avoir la compétence architecte, paysagiste, etc. Alors, le sujet du mandataire n'est pas traité, en effet, dans la loi. Ça aurait donné un petit... Mais bon, je ne sais pas si la loi peut imposer ça, puisque il faut avoir la compétence. Il peut y avoir aussi un architecte salarié chez le bureau d'études. La notion de mandat n'est même pas traitée dans la loi MOP. Donc, non, je ne pense pas. N'essayons pas d'introduire ça. On ne connaît pas les conséquences. C'est clair. Alors, les services de l'ordre, le service juridique de l'ordre ont besoin du retour des services instructeurs pour justement lancer des procédures. Parce que, en fait, on a simplement besoin d'un début de preuve. Un début de preuve, c'est quoi ? C'est quand les mairies reçoivent un permis d'aménager sans la signature d'un architecte, qui manifestement sont des signatures de complaisance, et là les services instructeurs le voient tout de suite, mais ils arrivent une première fois sans signature d'un architecte, et ils arrivent une deuxième fois avec la signature de l'architecte, et c'est demandé. On a bien un début de preuve. C'est ça qui nous intéresse. Et ça nous permet d'interroger les confrères, et éventuellement, si on pense que si notre soupçon est confirmé, d'aller en discipline. En discipline, c'est quand même une radiation à la fin. Que risquent les confrères. C'est pas rien. Mais pour ça, on a besoin de retour de dossier. Voilà. Oui, moi je suis aussi paysagiste conseil de l'État. Quand on me propose aussi un projet, effectivement, on voit vite s'il y a un travail de conception ou pas. C'est pas très compliqué. Il y a voilà comment il s'ancre dans le territoire, comment il se relie au bourg. Quelles exigences il pose, comment est posée la question de la biodiversité, du traitement de l'espace public, etc. Donc c'est aux élus d'être exigeants. C'est à eux d'être exigeants. Ils ont tous les moyens pour cela. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Je leur dis, mais vous avez le droit d'être exigeants. Vous êtes en position de force. Exigez, selon le sujet qui vous est donné, d'avoir un vrai travail de conception. Et vous y participez parce que c'est votre territoire, c'est vous qui aurez à le gérer derrière avec vos habitants.
Donc c'est ça, je pense qu'il faut vraiment... les élus, parfois, sont un peu démunis et c'est juste qu'il faut leur dire qu'ils peuvent être exigeants et que ça ne coûte pas nécessairement plus cher d'être exigeant. Parce que quand on travaille ensemble et qu'on trouve des solutions pour réaliser des choses simples, c'est du temps de travail, c'est du temps de réflexion, mais à la fin, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Et dont la gestion n'est pas nécessairement hyper compliquée aussi. C'est vrai que ça coûte de l'argent de laisser de l'espace public libre et paysager, avec des plantes, etc. Mais c'est un tel gain aussi de bien-être, de cadre de vie. Et ça se vend mieux aussi derrière. Donc voilà, je pense que c'est là qu'il faut jouer. Bien évidemment. Je rajouterais que si on est optimiste, on pourrait, et j'espère que je ne me trompe pas, il est possible que toutes les signatures de complaisance sur les permis d'aménager qu'on voit arriver aujourd'hui, je pense que dans la plupart des cas, ce sont des dossiers qui ont été élaborés avant la loi LCAP, avec un modèle économique d'avant la loi LCAP, qui, passé à la moulinette aujourd'hui du concepteur, ne passe plus. Tout simplement parce que l'architecte, personnellement, ça m'arrive à peu près toutes les semaines, on me propose des dossiers comme ça. L'architecte, quand il ouvre le dossier, la première chose qu'il fait, c'est que il enlève la surface cessible parce qu'il a besoin d'espace vert. Le paysagiste, l'architecte a besoin d'espace vert, a besoin de rues avec des stratifications. À partir de là, le bilan économique sur lequel a été fait le permis d'aménager ne tient plus. Donc je pense que ça joue de façon importante, et je pense qu'en effet les nouveaux dossiers qui vont arriver seront motivés derrière par des élus qui en effet demandent de plus en plus de la qualité. Je crois en effet qu'on peut être optimiste sur le sujet. Après, c'est à nous aussi, nos professions respectives, de faire la police chez nous. Vous soulevez une question qui est importante, c'est à savoir la question de la densité finalement. C'est, au travers de ce que vous dites, c'est pour dégager de l'espace libre avec des usages, avec des qualités paysagères, tout en préservant les continuités écologiques, etc. Il faut revaloriser un peu la densité, notamment dans les secteurs où c'est pas une tradition et où la culture va très largement contre. Donc ça, c'est une question, je pense que vous aviez abordée aussi quand on en a discuté, sur laquelle on pourrait revenir après. Par contre, je voudrais donner la parole peut-être à Monsieur Miguel ou à Madame Pichet sur la question justement de l'instruction de ces dossiers, la manière dont vous appréhendez l'évolution de l'instruction de ces dossiers, et aussi comment vous accompagnez les instructeurs dans cette finalement nouvelle mission par rapport à leurs nouveaux partenaires. Oui, donc bonjour, je suis Alberto Miguel, je suis responsable de l'unité ADS et fiscalité au sein de la DDTM de la Gironde. Donc notre rôle n'est pas d'instruire directement des dossiers. Nous sommes là en tant qu'animateurs de la filière ADS dans le département, à savoir nous apportons de l'information, de la veille juridique et également des conseils aux collectivités sur l'ensemble de leurs projets d'instruction et sur les autorisations d'urbanisme. Donc à ce titre, nous avons très régulièrement des sollicitations de collectivités locales et surtout de centres instructeurs sur des dossiers, en particulier des dossiers de lotissement. Donc là-dessus, tout d'abord, plusieurs remarques. Donc un dossier de lotissement s'inscrit tout d'abord dans un cadre plus global qui est celui du projet du territoire, à savoir le PLU. Et un permis d'aménager ne peut être de qualité que si, tout d'abord, les zones de projet définies dans le document d'urbanisme ont bien été identifiées, que les OAP ont été effectivement travaillées et que ce n'est pas un simple crowbar avec une flèche au milieu, et puis surtout qu'il y a un soin particulier qui a été mis dans la rédaction du règlement sur plusieurs points, évidemment, que ce soit la volumétrie, l'aspect du bâti, les volumes, les implantations et évidemment la desserte. Donc voilà, en gros, si la localisation du projet en particulier n'est pas bonne, la qualité d'un PA ne peut pas être bonne, clairement, malgré le soin et l'implication de l'ensemble des acteurs. Donc là, c'était un premier point qui me paraissait important. Les questions qui nous remontent de la part des collectivités locales concernant les permis d'aménager lotissement concernent plutôt la réglementation, les procédures liées au lotissement, puisque la réglementation, comme vous le savez, est très complexe là-dessus. Et ces questions ne sont pas directement liées à la loi LCAP, mais plutôt l'ensemble de la procédure depuis la réforme de l'ADS de 2007. Donc concrètement, effectivement, la loi LCAP n'a pas fondamentalement modifié le dispositif, puisque et le contenu et les procédures d'instruction sont identiques. Donc
la grande nouveauté, c'est effectivement que l'élaboration du PAP en particulier donc, suppose le recours à l'architecte au-delà de 2500 m², et on s'inscrit plutôt effectivement sur une volonté d'avoir des compétences pluridisciplinaires, à la fois architecturales, urbanistiques et paysagères. Mais nous ne sommes pas effectivement sur une refonte globale du dispositif lotissement depuis la création de la loi LCAP. Donc, en matière de qualité, pour parler de qualité des permis d'aménager, donc en fonction de nos informations, puisqu'encore une fois, nous avons plutôt des retours des collectivités locales du département, le retour plutôt général, c'est qu'il n'y a pas d'évolution significative de la qualité des projets de PA depuis la mise en œuvre de la loi LCAP. Sachant néanmoins que l'enjeu, ce que nous rappellent les centres instructeurs, c'est qu'un projet est qualitatif lorsqu'il y a eu des échanges amont sur le projet entre la maîtrise d'ouvrage, entre la collectivité locale, pour identifier des projets globalement cohérents. Et que souvent, lorsqu'il n'y avait pas eu cette concertation, il est déjà trop tard pour revenir éventuellement sur la qualité du projet. Voilà. Et puis, je voulais aussi préciser que là, nous, on est plutôt en lien avec les centres instructeurs. Donc, leur rôle premier, ce n'est pas d'apprécier la qualité du projet, mais tout simplement de s'assurer tout d'abord de la complétude, de la cohérence du dossier de permis d'aménager, et évidemment, depuis la loi LCAP, s'assurer que le projet est bien signé par un architecte, et de faire remonter éventuellement, en cas évidemment de doute, au Conseil de l'ordre, les éventuelles suspicion de signature de complaisance. Donc voilà. Encore une fois, le service instructeur, lui, il regarde la complétude du dossier, puis il vérifie ensuite si le projet est conforme avec les servitudes et le document d'urbanisme, et si évidemment il y a un règlement du lotissement qui est qualitatif, ça sera le travail de l'instructeur sera d'autant plus facilité. Voilà ce que je comptais dire. Et du coup, comment est-ce que vous accompagnez, on l'a évoqué, vous envisagez des actions auprès des instructeurs et vous les accompagnez dans cette nouvelle façon de... Enfin, vous dites que ce n'est pas une nouvelle façon, mais quand même, il y a... Moi, ce que je note dans vos propos, c'est effectivement les échanges en amont. Ça me semble effectivement fondamental. La qualité des règlements, notamment, j'imagine, de PLU ou de documents antérieurs, et la notion de concertation autour du projet, qui rejoint la notion de partenariat. Donc ça, c'est aussi un point, je pense, qui est fondamental par rapport à la qualité que l'on veut sur ces lotissements. Et ma deuxième, voilà, c'était une remarque, ma deuxième question, c'est comment vous accompagnez justement les instructeurs et par quelles actions mises en place, notamment par les DTTM? Sur cette question, effectivement, clairement, nos moyens, malheureusement, sont limités. Nous ne sommes pas les seuls. Cet appui réglementaire repose surtout sur Sophie Pichet, en l'occurrence. Donc, nous avons tout d'abord des échanges, comme je le précisais tout à l'heure, des échanges très réguliers avec les collectivités locales qui nous font remonter des informations et qui, derrière, nous permettent de formaliser un certain nombre de notes. On va dire, on appelle ça des notes de doctrine, mais en tout cas de l'information réglementaire. Et on envoie régulièrement aux différents centres instructeurs des fiches qui précisent ces évolutions législatives ou leur expliquer concrètement comment doivent être appréhendés tel ou tel point de la réglementation. Mais le constat que l'on fait collectivement, c'est que ces différentes actions ne sont pas suffisantes et nous voulons justement, compte tenu du nombre très important de questions sur les lotissements, organiser une réunion d'échange avec l'ensemble des acteurs du logement et particulièrement les centres instructeurs pour passer à minima une demi-journée pour rappeler effectivement la réglementation, puisque c'est le point d'entrée qui est évidemment essentiel pour nous, la réglementation, expliciter les procédures. Mais nous souhaitons aussi ajouter à cette fameuse journée que nous organiserons donc en 2019, un volet plus qualitatif en associant notamment les architectes conseils de l'État qui travaillent avec la DDTM de Gironde sur cette question. Sophie, peut-être tu pourrais
ajouter quelques, oui, voilà, moi je quelques voudrais précisions juste pour répondre à M. Trammler par rapport aux signatures de complaisance ou abusifs d'architectes. La loi LCAP a prévu à l'un de ses articles qu'un service instructeur était tout à fait habilité lorsqu'il avait la connaissance ou une suspicion sur une signature de complaisance à poser la question directement à l'ordre des archives pour savoir effectivement si l'architecte avait été bien habilité à pouvoir signer et établir le projet architectural. Par ailleurs, à propos de la loi CAP, le ministère nous a clairement dit que tout le dossier PAP, le projet d'aménagement paysager et environnemental, doit être signé par l'architecte ou le paysagiste concepteur qui sera amené à établir le dossier. Tous les plans doivent être signés. Et surtout, ne pas oublier de contrôler que le formulaire du permis comporte bien. Il y a la partie au cadre 9 du formulaire, il y a la partie de gauche qui est destinée à l'homme de l'art pour tout ce qui est en dessous du seuil de 2500 m², et la partie droite qui est consacrée, alors pour l'instant pas encore modifiée, on parle que de l'architecte, mais les formulaires sauraient être modifiés peut-être incessamment sous peu, pour intégrer donc la signature et le cachet de l'architecte, et puis sûrement bientôt donc du paysagiste concepteur. Donc voilà, moi par ailleurs j'apporte toute l'aide que je peux au service instructeur en matière d'application de la règle, sachant que ça devient de plus en plus compliqué et que malheureusement, il ne faut pas oublier qu'un permis d'aménager doit aussi, outre sa qualité architecturale, répondre à un certain nombre de règles qui sont édictées tant par des lois d'aménagement, je ne citerai pas pour la nommer la loi littorale, qui est très importante à prendre en compte, également les documents d'urbanisme applicables, sachant que plus le document d'urbanisme est précis et intègre ses projets en amont, meilleur c'est pour après le service instructeur pour qu'il puisse le décliner et appliquer la conformité d'un projet de lotissement à un règlement d'urbanisme. Tous les plans de prévention des risques qui sont à prendre en compte, mais également toutes les législations connexes telles que les autorisations environnementales, loi sur l'eau, défrichement, Natura 2000, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Donc tout ça, ce sont des questions récurrentes qui me remontent souvent des services instructeurs. Également après sur malheureusement l'application de la règle, parce qu'il faut aussi tenir compte de l'application de la règle du document d'urbanisme précis mais du code de l'urbanisme, sur des problématiques de cristallisation des droits à construire, également après encore plus problématique sur tout ce qui concerne la viabilisation du lotissement, la commercialisation des lots et la délivrance des permis de construire derrière. Bon, après, je ne rentrerai pas dans le détail de règles beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus particulières. Donc voilà, on essaie de répondre. Alors avec de temps en temps, j'ai des questions posées par de rares architectes qui consultent sur l'application également de la règle. Merci. Alors là, je n'en parlerai, ce n'est pas le sujet, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. C'est une fois qu'un lotissement donc, est délivré, il peut y avoir des ventes de lots par anticipation, délivrance de permis dès la délivrance du permis d'aménager. C'est très complexe avec la mise en place de garanties bancaires sur la fin des travaux, des délais de fin de travaux. Si ce n'est pas mis en œuvre, le maire doit le mettre en œuvre ou le préfet. Enfin, ce n'est pas un débat qu'on peut avoir ici, c'est beaucoup trop complexe. Boideau, Monsieur Boideau. Non, mais on voit bien que, par rapport à la maîtrise d'ouvrage qu'il a eue, qui était la commune, donc avec toutes ses bonnes intentions, il a été bloqué quand même sur les avis, sur l'aspect constructif après et commercial. Donc je ne sais pas, je ne fais pas un lien direct. Oui, c'était pas. Je ne pense pas que ce soit la problématique constructive de par la délivrance des permis. Non, c'est vrai que le lien n'était pas direct. Mais en partie, j'en ai pas parlé, mais nous, c'est plutôt une question de marché, en fait. Oui, de marché. Voilà, une question de marché local, voilà, d'offre, ce qui n'est pas négligeable dans la question du lotissement. Après, malheureusement, il ne faut pas oublier qu'on a un code de l'urbanisme qui fixe un certain nombre de règles et que par rapport à la viabilisation des permis d'aménager, il y a des règles à respecter. Oui, bien sûr. Et que le lotisseur se doit de respecter à la finalité de l'aménagement de son lotissement. Et je n'évoquerai pas ici, c'est peut-être pas le lieu non plus, surtout la problématique, alors aussi la loi CAP qui a fait rentrer dans les permis d'aménager toutes les divisions de un lot. Voilà. Et par ailleurs, toutes les DP de division lotissement aussi, qui sont souvent des divisions qui sont, comment je pourrais dire,
des divisions un peu anarchiques, on pourrait dire, des divisions qui ne sont pas vraiment réfléchies, avec des divisions de terrain en second rang, avec des règlements d'urbanisme derrière, des PLU qui ne sont pas non plus très clairs sur la définition de la constructibilité des lots et surtout la desserte des lots. Tout un tas de problématiques qui ne sont pas prises en compte. Et les DP aménagement posent de gros soucis. Et pour finir, juste sur la qualité architecturale des dossiers d'aménagement, ce n'est pas le rôle d'un instructeur. Il n'a pas la qualité de pouvoir apprécier la qualité d'aménagement. Peu de moyens après pour refuser également un permis, c'est relativement difficile. On a bien un article du code qui peut être utilisé, mais faut-il encore qu'il soit super bien motivé pour pouvoir émettre un refus avec derrière des recours possibles et des recours très importants aujourd'hui sur pas mal de communes, enfin je parle en tout cas de la Gironde. Donc à utiliser avec précaution. Et le ressenti des instructeurs, c'est que souvent les gros dossiers de permis d'aménager sont quand même souvent vus en amont entre les élus et les porteurs de projets. Et ensuite, normalement, les permis d'aménager sont déposés en fonction de ce que l'élu, de ce qui a été défini en concertation. Merci. Je vais peut-être donner la parole à Monsieur Banderier, qui est justement représentant de l'Union professionnelle des aménageurs, qui a peut-être une réponse à apporter sur les questions que l'on vient d'évoquer. Oui. Alors déjà, comme les derniers intervenants, c'était à DDTM. Juste pour dire que moi, je suis un nostalgique des instructions des DTM. Non mais voilà. Avant, quand on déposait un permis, on se rencontrait à la mairie avec la DDTM locale, avec les concessionnaires, et on levait toutes les problématiques du permis. Au jour d'aujourd'hui, on ne voit plus personne. D'ailleurs, on ne veut même plus nous prendre au téléphone, quasiment, dans les collectivités qui instruisent maintenant les permis. Et il y a une manque de compétences. Donc si vous pouviez faire un petit peu d'information auprès des instructeurs des collectivités territoriales, c'est pas plus mal, parce qu'on s'aperçoit qu'en gros, il y a un code de l'urbanisme par instructeur. Ce qui est dommage en France. Oui. Alors c'est ce qu'on essaie de faire, c'est notre rôle d'essayer d'apporter la réglementation pour l'ensemble des services instructeurs de la même façon. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça dépend de la collectivité aussi, d'inviter l'instructeur ou le responsable du service instructeur aux réunions de concertation en amont quand il y a des gros projets, que ce soit tant sur les permis d'aménager, mais sur tout un tas d'autres projets. Malheureusement, aujourd'hui, les collectivités... Enfin, ça fonctionnait mieux avant, en tous les cas, je trouve. Par rapport justement à ces questions de partenariat, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, en tant qu'aménageur ? Alors, juste à rappeler, alors à l'époque, c'était le SNAL qui a muté en UNAM. On était aux côtés des architectes dans le cadre de cette loi LCAP, ce qui nous a valu quelques remontrances de la part de nos adhérents qui sont venus nous dire « Mais qu'est-ce que vous avez été nous chercher ?» là-dedans. Et donc, on leur a expliqué que effectivement, on assimilait la maison individuelle à la France moche, à l'étalement urbain, enfin, à tous les maux de la terre, quasiment, la pollution, enfin, tout ça, c'est nous. Et que si demain, on voulait continuer à exister, eh bien, il fallait qu'on monte en gamme. C'est-à-dire que le lotissement des années 60-70 qu'on voyait en périphérie de l'opération que vous avez fait, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas glorieux, c'est pas joli. Ça se vit bien. Moi, je suis un enfant du lotissement. J'ai grandi dans un lotissement où il y avait une vingtaine de gamins. Ça a été des années formidables. C'est peut-être pour ça que je suis devenu lotisseur. Je sais pas. Et si vous voulez, de part de la politique globale territoriale, on est amené à se rapprocher des agglomérations. Et à contrario, le territoire va se désertifier petit à petit dans les zones rurales, ce qui est dommage. Et ce qui a des conséquences politiques qu'on vit en ce moment. Au niveau national, c'est peut-être pas un hasard, mais devant nous rapprocher des agglos, donc forcément on travaille sur de la densité. Et la densité, à mon sens, les géomètres qui étaient nos partenaires en bureau d'études ne sont pas aptes à l'appréhender. Tout simplement, c'est qu'on va travailler sur du bâti et que si on veut faire des opérations qui vont laisser une empreinte dans le paysage correcte, il faut également que l'on travaille sur une homogénéité. Je
vais pas y arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Tout à fait. Des bâtiments. Donc, moi, je suis très attaché à la diversité architecturale. C'est-à-dire que dans un lotissement, ce que je trouve sympa, c'est que tout le monde peut exprimer et faire son projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'oblige pas à avoir une maison de 8 mètres sur 2 étages et que chacun puisse y apporter sa touche. Mais je pense que l'architecte est là également pour qu'il y ait un rappel sur ces diversités. Alors justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, quand vous parliez tout à l'heure de règlement de lotissement qui peut apporter aussi une certaine qualité au lotissement, il faut savoir qu'il y a, quand vous développez un permis d'aménager sur une commune couverte par un document d'urbanisme, il y a un règlement de zone applicable. Donc un règlement de lotissement doit toujours être aussi au moins contraignant que le règlement du document d'urbanisme, mais il peut être beaucoup plus contraignant. Donc c'est des choses que vous pouvez améliorer en sachant que si vous voulez un règlement spécifique applicable au lotissement, vous devez fournir l'intégralité de la règle du règlement au lotissement. Vous ne pouvez pas juste apporter en disant je modifie l'article 13 ou l'article 12 ou l'article 5. Vous devez intégrer un règlement entier au lotissement et le joindre au lotissement. Et bien sûr, en accord avec la collectivité, amener à faire évoluer le document d'urbanisme, toujours plus contraignant, jamais moins. Pas de règles contraires non plus, et travailler également la qualité pour avoir un règlement spécifique au lotissement et ouvrir des portes, enfin toujours en accord avec la collectivité. On va peut-être boucler la table ronde et je vous donnerai la parole après. Christophe, si vous avez des éléments de réponse. Oui, je voudrais aussi que Dominique... Pardon, oui, Christophe, si vous avez des... Après, je voudrais donner la parole à Dominique, justement, pour traiter de ces questions-là. Et après, je donnerai la parole à... Sur un point qui n'a pas été évoqué, je crois qu'en effet, le rôle de l'architecte, c'est évidemment, dans un permis d'aménager, d'abord de définir les espaces publics. Ça a été dit, de l'architecte paysagiste, il ne faut pas me reprendre à chaque fois. C'est définir les espaces publics et ensuite s'occuper de tout ce qu'on donne à voir. Et cette notion de ce qu'on donne à voir, c'est plus ou moins précis. Alors là, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit de l'architecte, de l'état d'esprit de l'aménageur, de la façon dont ils travaillent ensemble et de l'objectif qu'ils se donnent. Personnellement, moi, j'aime bien que dans mes permis d'aménager, je maîtrise à minima donc l'espace public, la clôture, les enduits, les toitures, les portails. Alors, c'est personnel. La façon dont les toitures s'accrochent au bâtiment, ça laisse de la liberté ensuite. Mais à la fin, on a une unité. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en jeu. Et là, on a un vrai savoir-faire. Et on travaille avec les aménageurs de façon très étroite, parce qu'à la fin, on a une vraie plus-value de l'architecte. Et quand on visite le projet avec les élus, on est content de ce qu'on a livré. Alors voilà, c'est rapidement le mot que je voulais ajouter. Oui, ça rejoint ce que vous disiez en préambule, Julien Boideau, sur effectivement toutes ces questions qui paraissent des petites questions, mais qui au final sont vraiment très importantes. Ce que vous disiez aussi, Graziella, par rapport à l'appréhension globale du lotissement et à sa qualité vue depuis l'espace public notamment. C'est très important. Je voudrais juste quand même donner la parole à Dominique Lescane, donc, qui intervient au titre de sa vice-présidente de l'organisme de formation MAGE, justement pour expliquer comment vous accompagnez les architectes dans cette lourde tâche qu'est le permis d'aménager. Et ensuite, on prendra les questions de la salle. Oui, je pense que donc on l'a vu dans les débats et dans les échanges qu'il y a de la complexité, il y a des règles. On parle de pluridisciplinarité, de travail collaboratif, de territoire. On comprend que toutes ces règles, elles s'appliquent, mais encore pour les appliquer, il faut les connaître. Donc le rôle de MAGE, donc MAGE, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelait avant le CFA, Centre de formation des architectes d'Aquitaine. Depuis, il y a la Nouvelle-Aquitaine. Il y avait aussi les paysagistes qui en faisaient partie. On vient de l'évoquer. Donc, ça a pris un nouveau nom et qui s'appelle MAGE. Juste aussi une petite précision sur la notion de formation des architectes. Nous, au niveau du centre de formation, on parle de la formation dans les entreprises. Donc, la formation dans les entreprises d'architecture et de paysage. Ça évite de limiter au terme d'architecte. Je pense qu'autour, et j'espère dans la salle, il y a autre chose que des architectes et des paysagistes, et que dans une entreprise, ne pas oublier qu'il n'y a pas que des architectes.
et que c'est intéressant de former tout le monde. Parce qu'on vient de parler de réglementation, on a peut-être évoqué des CERFA, des PA4, des machins. Enfin, j'ose espérer que dans vos entreprises d'architecture, ce n'est pas vous qui remplissez tout ou qui faites tout ce genre de choses. Sinon, bon courage. Autre petit point aussi, puisque je reviens sur votre intervention, donc ancien SNAL, et le fait, vous évoquiez le problème que donc, le SNAL a soutenu la loi LCAP et que vos adhérents vous ont dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, tu soutiens les architectes. Donc nous, historiquement, quand la loi LCAP était en train d'évoluer et que se posait le problème du seuil, on savait qu'elle allait intervenir, et donc le CNOA, l'Ordre national, a lancé un appel d'offres en sachant que cette loi arrivait, qu'il allait avoir le permis d'aménager, que c'était bien beau de confier ça aux entreprises, mais qu'il fallait aussi que les entreprises soient compétentes. Donc il y a eu cet appel d'offres pour monter, avec une aide du Conseil national, pour monter l'ingénierie de formation. Avec un gros détail, c'était de la développer sur tout le territoire. Le fait est donc, que MAGE, associé avec un autre centre de formation qui est sur Toulouse, qui s'appelle ILO Formation, on a monté cette proposition, on a gagné, on n'était pas trop mauvais. Et donc, il y a eu tout le temps de l'ingénierie pour que cette formation soit prête au moment où il aurait fallu se mettre les mains dans le cambouis. On a travaillé avec le SNAL, et si vous avez eu des problèmes avec vos adhérents, nous, on a eu les oreilles qu'on sifflait auprès de nos confrères et consoeurs sur le fait que travailler avec le diable et travailler avec le SNAL. Donc, il ne faut pas jeter la pierre dans les... Enfin, c'est aussi là... Alors, le travail collaboratif, c'est de travailler avec tout le monde. C'est pas de s'exclure sur des choses. Donc ça, c'était un peu, en tout cas, mon avis de vice-président et que j'aime partager sur cette notion générale de la formation. Redire aussi que la formation, elle a démarré donc même avant que la loi soit promulguée, et de dire que le temps de la formation, ça peut être long pour les gens qui se forment, mais c'est aussi long pour la montée. Et qu'une vraie formation, c'est de l'ingénierie. C'est-à-dire que c'est pas de dire, tiens, on prend un tel, il a déjà fait un permis d'aménager, on va la mettre devant une table, on va mettre 15 personnes de l'autre côté de la table, et puis la formation va se faire comme ça. Il y a plein ici, et je vous les entendrai, je pense, pendant la journée, tous les formateurs qui ont participé aux formations développées par MAGE. Je pense qu'ils vous expliqueront la complexité de tout ça. Donc la MAGE a développé donc, avec ILO Formation cette ingénierie. Hormis ceux qui ont participé aux formations, qui ont pu développer, c'est que la formation, pour l'amener aux confrères et aux professionnels, il y a aussi des choses, des histoires financières, d'une part. Donc c'est de participer auprès des FIFPL, des OPCA. Je ne vais pas vous développer ça, mais il y a du financement de formation et que c'est aussi le rôle des centres de formation et de MAGE travaillent beaucoup là-dessus. Et aussi sur les notions de temps et des durées de formation. Parce que c'est des critiques qu'on peut entendre, et là c'était des formations de 2+1 ou 3+1, avec la notion de présentiel, de distanciel. Je ne vais pas vous la raconter en détail, mais dire que c'est aussi un souci et qu'un centre de formation dans lequel il y a des gens qui travaillent, qui sont architectes, paysagistes, intervenants du cadre de vie, c'est aussi de se poser le problème que si elle est destinée à des professionnels, il faut que les professionnels et la possibilité de prendre le temps, et la possibilité d'investir, et ainsi de suite. Enfin, que ce n'est pas simplement de rêver en disant vous allez vous arrêter 15 jours et vous allez vous remettre à travailler. Pour pas être trop long, mais c'est sur les... Puisque j'ai Corinne Léger, la directrice de MAGE, qui m'a fait des beaux tableaux et plein de chiffres, mais là, je pourrais vous garder 3 heures pour vous lire tout ce qu'elle m'a fourni. Mais c'est plus de 560 stagiaires, c'est des travaux, alors comme on disait, développer cette formation sur tous les territoires, évidemment, et vous l'avez entendu par les intervenants, que la notion de permis d'aménager, c'est une notion de territoire. Donc c'était de dire, et ce qui est valable déjà pour la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on le savait, et on est sur Bordeaux, mais il y a des gens de Limoges, de Poitiers, de Pau et qui sont ici, c'est de dire que ce n'est pas les Bordelais qui inventent le permis d'aménager, de la même manière que ce n'est pas les Parisiens non plus.
et que si on développait une formation sur le permis d'aménager, il fallait travailler avec les territoires. Alors même s'il y a un problème, une notion réglementaire, puisqu'il y a une loi, donc il y a des juristes, les juristes sont j'allais dire internationaux, mais les juristes, ils ont la compétence sur la loi. Et après, au niveau de la formation, ça a été développé dans chaque territoire des intervenants locaux pour pouvoir définir ce qui se passe dans les territoires, les sensibilités, les fonctionnements avec les élus, ce qui a été évoqué avec les instructeurs et ainsi de suite. Après, l'autre, pour finir, pour ne pas être trop long, alors si, petit détail quand même, c'est que dans les participants, ce que je vous évoquais au niveau des entreprises d'architecture, c'est que les stagiaires, on a eu des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, des dessinateurs, des professionnels de l'aménagement, des collaborateurs non architectes, il y a des libéraux, il y a des salariés, il y a des demandeurs d'emploi, il y a des fonctionnaires. Et tout ça fait qu'on a eu tous ces intervenants. Maintenant, les projets pour 2019, c'est que suite à la loi Elan, donc il y a la concrétisation de l'intervention des paysagistes concepteurs, de l'approche pluridisciplinaire, je vais faire comme vous. Donc éventuellement, effectivement, notre formation évolue et on adapte et on évolue sur ces sujets-là. Après, si tu me laisses encore une heure, je peux parler pendant une heure. Non. Merci beaucoup. Donc je sens que ça frémit dans la salle. Il y a un micro ? Merci. Ça marche ? Oui. Oui, ça frémissait en premier point sur le fait que quand on dit que les services instructeurs n'ont pas à juger de la qualité, soit. Cela dit, alors quels moyens il nous reste quand on fait face à un permis qui visiblement n'est pas qualitatif ? Vous pouvez vous présenter peut-être ? Oui, pardon. Merci. Jordan Ancelin, je suis paysagiste. Plusieurs vies professionnelles, dont une que je vous présenterai tout à l'heure, et une autre... J'ai été aussi paysagiste pour un bureau de géomètre qui faisait de la plaquette de chocolat. Voilà, clairement. On pourra en reparler si vous voulez. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, en tout cas, un instructeur n'a pas de formation pour aller apprécier la qualité d'un permis d'aménager. Il n'a pas d'éléments ni réglementaires, ni absolument rien qui lui permettent de dire, et c'est très subjectif, de dire, moi, le permis d'aménager, l'aménagement défini me plaît, et quelqu'un d'autre à côté dira, ne me plaît pas. Il ne revient pas du tout au service instructeur de pouvoir émettre. Alors après, qui ça peut revenir ? Voilà, il a la faculté de pouvoir consulter, mais qui reste des consultations. Alors là, on rentre malheureusement un peu dans le stade de l'instruction du dossier. Ce sont des consultations qui ne majorent pas le délai d'instruction du permis d'aménager, qui peuvent, ils peuvent consulter l'architecte du CAUE pour les aider. D'autres instances après, je ne sais pas trop, mais à part l'architecte des bâtiments de France, éventuellement, s'ils ont la possibilité de donner un avis en dehors des sites protégés pour aider à formuler ensuite ou un refus ou un accord ou des prescriptions. Ceci dit, ces avis restent des avis d'aide à la rédaction et à la motivation d'une décision. En aucun cas, ces avis ne sont avisés dans la décision et ne doivent apparaître nulle part. C'est simplement pour une aide à la collectivité pour autoriser, prescrire ou refuser un permis d'aménager. Mais je pense que ça pose très très clairement la question qui a été évoquée tout à l'heure, de travailler en amont du dépôt du permis d'aménager. Un permis d'aménager, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique en 5 minutes. C'est effectivement une longue discussion d'abord avec l'ensemble des partenaires, avec les élus, un travail de terrain, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui atterrit tout d'un coup, poum, comme ça sur le bureau de l'instructeur. Je pense que tout ce travail en amont et tout ce travail en aval aussi, c'est-à-dire revenir sur les permis, les analyser, tirer des bilans, discuter, faire les journées que vous évoquez, etc., y compris ces actions de sensibilisation telle que l'on peut la mener aujourd'hui, c'est très important. Et la discussion en amont, elle est effectivement, je pense, fondamentale. Je vois notre directrice du CAUE qui frétille aussi à côté. Elle est d'autant plus... Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on est dans le meilleur des cas. Il y a aussi des fois, bien malheureusement, sûr. Mais, il y a des cas moins intéressants. Mais je pense que la loi nous invite aussi à modifier nos pratiques et à rentrer davantage dans la fabrication du territoire, tel que vous l'évoquiez tout à l'heure. On n'atterrit pas sur le permis d'aménager comme ça par hasard. Ça veut dire aussi une implication, une immersion sur le terrain et avec
avec l'ensemble des acteurs. Et dans l'ensemble des acteurs, il y a effectivement... alors, il y a plein de mains qui se lèvent. Donc, on est censé terminer cette table ronde à peu près dans 5 minutes. Donc, je vais vous donner la parole. Et après, il y a deux autres interventions. Très rapide. Sur le fait d'avoir un règlement plus contraint dans le lotissement. Moi, je me souviens de discussions acharnées aussi avec des services instructeurs. C'était à l'époque où les PLU donnaient des reculs obligatoires de au moins 6 mètres par rapport à la façade. On avait essayé de créer une règle où on demandait un alignement de la façade, enfin, soit un alignement à la rue, soit un recul dans les 4 mètres, l'implantation de la façade dans les 4 mètres. Et c'était considéré comme plus laxiste qu'une implantation à 6 mètres. Oui, malheureusement. D'où le travail effectivement en amont, c'est-à-dire y compris sur la planification. C'est le travail en concertation qui est le plus important, sachant qu'une fois que le dossier est déposé, c'est trop tard. Sachant que la table ronde va s'achever, mais il y aura plein d'autres occasions de poser des questions et de discuter de tout ça ultérieurement dans la journée. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, Nathalie Erard, directrice du CAE de Lot-et-Garonne. Effectivement, moi, j'ai entendu 2 choses qui m'ont fait un tout petit peu frémir. On est parti direct sur les signatures de complaisance, donc on est direct sur l'aval, alors que la question, c'est aujourd'hui, je l'espère qu'à 17h, on va finir sur l'amont. Et la deuxième chose, c'est la question de la nostalgie des services instructeurs. Voilà. Mais là aussi, il faut arrêter de faire de la... Voilà, c'est dans le temps, c'est dans le vent que cette déconcentration, l'exercice de la compétence d'urbanisme, elle est partie aux collectivités. Donnons-leur les moyens de l'exercer complètement. Voilà. Et alors donc, je pense qu'en fait, il y a une idée qui émerge et qui va probablement réapparaître dans les 2 autres tables rondes de cet après-midi. C'est la question tout simplement de la méthode. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'un élu découvre qu'il va y avoir un permis d'aménager sur sa commune au stade du dépôt du permis d'aménager. Donc, soyons intelligents tous ensemble et travaillons le projet le plus en amont possible. Et je dirais même au stade du dépôt, notamment du CUB ou CU opérationnel. Déjà, à ce stade-là, il y a plein de choses qui se nouent, qui se travaillent, où on peut faire de la médiation, où on peut discuter. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est gravissime, c'est justement quand on se retrouve dans une position de censeur, et nous, les CAE, on n'aime pas adopter cette position-là, parce qu'elle est très... déjà, elle n'est pas très agréable vis-à-vis de l'équipe pluridisciplinaire qu'on a en face, parce qu'en général, il y a quand même de la pluridisciplinarité. Et donc, en fait, il faut effectivement travailler le plus en amont possible. Voilà, c'était ça le message positif qu'on pouvait... Merci pour votre intervention. 2 questions là-bas, et puis après, on va peut-être... je voulais juste un tout petit peu intervenir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Martine Damour, je suis responsable du service instructeur du Grand Angoulême. Donc, j'étais aussi instructeur à l'État pendant 30 ans. Donc, je voulais réagir un petit peu au monsieur aménageur, parce que effectivement, je m'assois, excusez-moi, je suis blessée. Les services instructeurs qui se sont créés auprès des collectivités, ça a été soudain, notamment en Charente. En 2015, l'État instruisait toutes les demandes, et puis on a demandé aux collectivités, aux mairies de récupérer l'urbanisme. Donc il s'est créé des services communs. Nous, à Angoulême, au Grand Angoulême, on a créé un service commun avec 38 communes, et avec des instructeurs qui... Il y a eu quelques instructeurs de l'État, heureusement, pour venir former, mais le métier d'instructeur n'est pas un métier qui s'apprend à l'école. C'est un métier qui s'apprend sur le tas, et notamment la DDT avant, puisqu'il n'y avait que là qu'on pouvait instruire. Donc, si aujourd'hui il y a quelques soucis avec des instructeurs de collectivité, veuillez peut-être les excuser. C'est compliqué, on est en train de former ces instructeurs-là, mais c'est très très complexe comme métier. Et donc, nous, au Grand Angoulême, on n'est pas un exemple, c'est pas ce que je veux dire. On essaie de faire ce qu'on faisait à l'État. On reçoit les aménageurs bien en amont, et on essaye de faire passer ce message, parce que évidemment, un permis d'aménager, quand il arrive sur le bureau, c'est trop tard. D'abord, c'est trop tard. Il y a les mairies aussi à convaincre, et ça, je suis complètement d'accord, parce que vous parliez d'espaces verts tout à l'heure. Mais les espaces verts, les mairies, ça revient dans le domaine communal à un moment donné. C'est pas une obligation, mais on sait que ça va y revenir. Les espaces verts, ça les intéresse pas. On peut plus aujourd'hui les nettoyer facilement. Mais c'est vrai que c'est une réalité. Alors, moi, je suis aussi paysagiste, architecte, tout ce que vous voulez. Je comprends tout ce que vous dites. Mais c'est très difficile, bien entendu, pour nous, aujourd'hui, de dire au maire, on va faire un espace vert, on va planter des arbres, etc. Et plus tard, ce sera vous qui allez avoir des personnes pour les nettoyer. Alors, il faut forcer vers là, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut bien se mettre à la place des petites communes rurales avec des moyens très, très faibles.
faut essayer peut-être de trouver une solution entre les deux, mais c'est vraiment très compliqué. Alors, je reprends mes petites notes, j'ai noté. Alors, je voulais dire au monsieur de l'aménagement que nous, on reçoit les gens, on essaie de les... Mais on a beaucoup de travail, c'est un peu compliqué, mais on le fait, je pense, autant que l'État. Enfin, quand j'entends c'est dommage que l'État ait lâché ça, voilà, vite fait, juste vite fait. On a notre je voulais vous témoignage, dire. je pense, d'une autre instructrice. Donc, on a les architectes conseils qui sont là pour les permis d'aménager. On disait tout à l'heure, on n'est pas des aménageurs, mais le CAE nous sert, nous, énormément. Je voulais juste dire que la réunion d'avant, c'est vous qui devez, les architectes, etc., c'est vous qui devez la mettre en place. On ne sait pas, nous, si vous avez un projet. Et en plus, par rapport à la signature de complaisance, parce qu'il y en a, et puis parce qu'il y a des architectes, excusez-moi, hein, il y en a beaucoup ici, qui ne sont pas forcément à la hauteur. Donc on n'est pas capable, nous, de voir si c'est l'architecte qui ne l'a pas été. Mais pendant ces réunions, c'est vrai, hein, il y a des mauvais instructeurs, il y a des mauvais architectes, et des mauvais de Martine, hein, c'est mon prénom. Mais bon, c'est comme ça, il faut être conscient de ça, hein, parce qu'on a des architectes qui ne lisent pas le règlement, quand même, du PLU avant de déposer. Je vous le dis, hein, parce que ça arrive. Hein. Donc les réunions avant, elles sont primordiales, et comme l'architecte est là, ben, on voit bien que ce n'est pas une signature de complaisance, puisqu'il est là, dans les réunions d'avant. Donc on sait bien que c'est une réunion qui n'est pas une signature de complaisance. Je voulais aussi, n'oubliez pas la cristallisation des droits, 2 secondes. La cristallisation des droits, les 5 ans par rapport au permis d'aménager, il faut que vous y pensiez. Si les terrains ne sont pas vendus et qu'aujourd'hui on est en train de faire des PLUI et qu'il y a des zones qui deviennent non constructibles, au bout de 5 ans, les lots de lotissement, comme vous disiez monsieur, votre lotissement, c'est fini, on ne peut plus construire dessus. Enfin, pensez-y. Quand on fait un lotissement, pendant 5 ans, on sait qu'on va construire dessus. Après, on ne sait pas. Et puis, c'est tout. Enfin, bon. Très bien. Je parlerai plus tard. Je crois qu'on Excusez-moi. on a compris le message. Oui, bonjour. Caroline Abalin. Moi, je suis urbaniste et responsable donc, d'un centre d'instruction au sein de la métropole à Bordeaux, au PT Ouest. Donc, pour compléter peut-être le propos qui vient d'être tenu, puis peut-être celui de Sophie Pichet, nous, en tant que service instructeur, on se positionne effectivement pour assurer la sécurité juridique, la complétude, enfin voilà, tout ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'on ne s'interdit pas non plus de participer et d'intervenir sur la qualité de l'aménagement. Alors, c'est vrai que du coup, pour que ça puisse se faire, et là, même au sein de la métropole, les pratiques sont très diverses, il faut qu'on ait en face des communes et des élus qui nous associent. Et on devient à ce moment-là un des partenaires, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la qualité sur ces opérations-là, elle est essentiellement conditionnée par la mise en place d'un partenariat avec les élus, le service instructeur, effectivement, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Et donc, sans ce partenariat et sans notre intervention en amont, effectivement, on ne peut pas avoir cet apport et ce regard qualitatif. Mais dès lors qu'on est associé, nous, on ne s'interdit absolument rien. Non, mais tout à fait. Dès lors que vous êtes associé en concertation bien en amont du dépôt du dossier, et il y a plein de communes sur lesquelles ça se passe. Malheureusement, l'élu fait ce qu'il veut et s'il ne veut pas se concerter avec l'ensemble des partenaires, on ne peut pas l'y obliger. Et on se sent d'autant plus légitime, enfin, en tout cas, après, bon, là aussi, on a des débats en interne, mais enfin, moi, je pense qu'on doit se sentir d'autant plus légitime qu'on a aujourd'hui un PLU projet, qui est moins normatif. Avec oui, mais parce que là, vous parlez du PLUI de Bordeaux Métropole, et ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble des autres communes. Je suis bien consciente. Donc aujourd'hui, voilà. On a un PLU moins normé, avec beaucoup d'intentions qualitatives, et pour avoir eu la chance d'y participer en phase aussi élaboration. Aujourd'hui, quand on est capable de rappeler, au-delà de la règle, quelle est la finalité, l'objectif, avec des intentions effectivement de qualité, de paysage, d'environnement, on a, je pense, un vrai rôle et on est porteur d'une parole qui va aussi dans le sens de la qualité. C'est aussi rappeler à des élus, effectivement, que la présence du paysagiste est essentielle, indispensable. Rappeler ce qui a été dit, l'interface public-privé. Enfin, tous ces sujets-là, nous, on les porte très, très activement. Quoi. Et juste pour finir, par rapport aux attentes des architectes par rapport à la loi CAP, nous, franchement, avant, on a eu des projets de qualité. Aujourd'hui, on ne ressent pas encore complètement la plus-value, mais je pense que voilà, ça va venir. Et je pense que voilà, ce genre de journée va participer à l'émergence de plus de qualité. Pour autant, moi, je voudrais dire qu'on attend aussi de l'architecte, au-delà d'avoir posé et mis des choses dans un règlement, dans un plan de composition, on attend aussi de l'animation, en fait, une fois que les autorisations sont données. Il faut aussi accompagner l'autorisation et l'animer, c'est-à-dire accompagner le pétitionnaire qui arrive avec sa maison lambda. Effectivement, je pense aussi, comme la paysagiste, il ne faut pas avoir de grandes prétentions architecturales, mais bien travailler effectivement les interfaces. Et puis, on est aujourd'hui aussi dans des opérations de plus en plus denses, bien travailler aussi tout ce qui est les mitoyennetés, etc. Là, clairement, quand les dossiers nous arrivent, nous, c'est trop tard. Et par contre, si le règlement a été bien monté, si l'architecte continue à animer, porter et faire finalement l'interface entre le règlement et nous, la réception des dossiers, ça, c'est vraiment une étape tout à fait importante. Voilà. Merci de cette vision
Optimiste. Christophe, vous vouliez conclure peut-être sur ces propos ? Oui, sur l'accompagnement du permis d'aménager, c'est fondamental, vraiment fondamental, merci de le dire. On n'a pas pu tout dire, hein, évidemment, mais ça c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça que dans le modèle de contrat de l'ordre, on traite du sujet. Il nous paraît obligatoire en effet d'être là après. Pourquoi ? Parce que sinon, si l'architecte et le concepteur, l'architecte ou le paysagiste disparaît une fois l'autorisation accordée, mais il y a un grand vide. Il y a un grand vide. Nous, on souhaite qu'il y ait systématiquement, à minima, une mission visa, mais surtout qu'on accompagne la commercialisation des lots, qu'on accompagne l'aménageur sur la commercialisation des lots. Il faut expliciter le règlement. Ce règlement qui est valable 10 ans, il faut l'expliciter. Et il faut accompagner donc cette commercialisation. Et c'est ce qu'on a prévu, hein, dans les modèles de contrat qu'on vous a proposé. Mais c'est en effet un accompagnement obligatoire et essentiel. Si l'architecte disparaît dès qu'il a déposé son permis d'aménager, c'est un grand vide. Hein, voilà. 2 minutes de conclusion. Même pas, c'est tout simple de conclure que vous aurez compris qu'il faut vous former, il faut vous perfectionner. Alors, il n'y a pas un stand de Mage à l'entrée, mais les bureaux sont juste à côté. Et il y a Corinne Léger qui est au fond de la salle. Et il y a toute l'équipe du centre de formation Mage qui est là. Donc, je pense que dans la salle, j'en ai repéré quelques-uns qui ne sont pas formés. N'hésitez pas. Peut-être une autre réaction, un autre nom. Oui. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose dont on ne parle pas, et surtout après ta réaction, c'est que quand même, il y a une économie de tout ça. C'est-à-dire que est-ce que l'aménageur ou l'élu, il est prêt à payer cet accompagnement ? Enfin, je veux dire, c'est un peu des incantations là aujourd'hui. Enfin, moi, sur mon cas, où c'était 25 lots faits en 3 tranches, c'était pas possible. C'était pas possible. Et voilà, l'économie était arrêtée. Il y avait déjà un effort d'avoir les honoraires d'une équipe pluridisciplinaire quand même, avec architectes, paysagistes, VRD, etc., etc. Voilà, enfin, je pense que c'est une question essentielle. Mais aujourd'hui, grâce à la densité, on arrive à traiter ce sujet-là en amont avec l'aménageur. Mais ça marche en zone tendue. Non, si. Non. Enfin, en zone tendue, aujourd'hui, du lotissement, du permis d'aménager, aujourd'hui, c'est 300 mètres carrés maximum. Hein, les parcelles, c'est quand même de la densité. Enfin, on voit plus de permis d'aménager de plus de 350 mètres carrés de parcelles. J'en vois plus beaucoup. Hein. Oui, alors, le dernier mot. Après, on va conclure vraiment. Alors déjà, mais je m'excuse auprès de tous les services instructeurs de la salle, hein, c'était pas une attaque en règle que je faisais tout à l'heure, enfin c'est juste une aparté. Juste pour revenir, ça va répondre un peu à vos questions. Je pense que quand on fait la conception d'un lotissement, faut pas se dire que c'est l'offre qui va faire la demande. Qu'à la base il y a un marché et que c'est à partir de ce marché que vous devez faire votre conception. Je pense que la problématique que vous avez rencontrée, c'est simplement que vous étiez dans une zone où, à mon sens, il n'y a pas un marché très développé, où les gens qui viennent habiter là, c'est pour des raisons économiques, et donc le produit doit être économique. Quand j'ai un architecte ou un paysagiste qui me dit il faut mettre son implantation de maison au droit de la limite de propriété, les gens ne veulent plus vivre comme ça. C'est la problématique de toutes les rues de village. On ouvre la porte sur la rue, elles sont vides parce que ce n'est plus le mode de vie des gens. Alors je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la problématique. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent plus vivre comme ça. Donc ça, c'est des données à prendre en charge pour concevoir le projet. Voilà. Donc ça ouvre une autre question, c'est comment on implique aussi les usagers habitants dans ce type de démarche. Graziella, le mot de la fin. Était importante évidemment, mais les comportements des gens évoluent comme le reste. Et donc on ne peut pas partir avec des préjugés. Voilà. Tout à fait. Bon, je crois qu'on pourrait en parler encore des heures. On a toute une série de sujets qui n'ont pas été abordés, malheureusement, mais qui restent peut-être pour la table ronde numéro 2. Donc, toute une série de pistes. Et donc, il me reste à remercier l'ensemble de ces intervenants de cette table ronde que je pense intéressante.